Liberté, Égalité Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir avec 4 débatteurs éditorialistes. Flora Gebali est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Thierry Coste, l'homme qui parlait à l'oreille d'Emmanuel Macron, est avec nous. Bonsoir. Vous êtes toujours son conseiller campagne et chasse ou... Un peu moins depuis les élections législatives. Jean-François Killy est avec nous. Bonsoir. Et Marlène Schiappa est avec nous. Bonsoir. Nous rebonsoir, bien évidemment. Bonsoir, Eric. Alice. Nous recevons ce soir Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Députée française au Parlement européen. Il y a eu une espèce de précipité d'actualité ces 24 dernières heures. Et j'aimerais, avant de vous poser la première question, qu'on fasse un peu le tour de ce qui s'est passé, de ce fait divers tragique qui est devenu un fait politique. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une information judiciaire a été ouverte pour homicide et viol. Donc, au lendemain de l'arrestation de ce suspect, dont le parcours suscite beaucoup de réactions et même provoque un séisme politique. On le rappelle, 22 ans de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en 2019, connu de la police pour un viol commis la même année et qui faisait donc l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en sait plus aujourd'hui sur les conditions de sa remise en liberté. Il était dans un centre de rétention dont la présence est limitée à 60 jours, mais qui a été prolongé et il est libéré le 3 septembre dernier. Pourquoi ? Parce que si sa présence dans ce centre de rétention est prolongée à 3 reprises, la 4e fois, la juge des libertés, elle s'est d'ailleurs expliquée sur ce sujet, a considéré que même si le trouble à l'ordre public était existant, était réel, de par son comportement, elle n'avait pas de raison de le maintenir dans ce centre de rétention. Elle a donc décidé de le libérer. Voilà ce que l'on sait donc sur les conditions de la remise en liberté de ce jeune homme. C'était le 3 septembre dernier sur les territoires français, avant qu'il croise la route donc de Philippines. Et l'ironie de cette affaire, c'est que quelques jours plus tard, est arrivée l'autorisation consulaire qui permettait, effectivement, qui autorisait les autorités françaises à le renvoyer dans son pays d'origine, le Maroc. Marion Maréchal, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, après avoir pris connaissance de cette affaire, qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Écoutez, ce qui a dysfonctionné, c'est ce qui dysfonctionne dans toutes les affaires terribles qui se répètent et qui démontrent maintenant que tous les mois quasiment, nous avons des cas d'agression, de meurtre, de viol commis par des personnes de nationalité étrangère, bien souvent d'ailleurs en situation irrégulière, bien souvent d'ailleurs faisant état d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été appliquée. Quand je me suis repenchée dans les dernières affaires suite à l'annonce de ce drame, je redécouvrais encore toutes celles qu'on a déjà oubliées, pour ne citer que celle-ci, mais à Courneuve, cette femme de 83 ans qui a été violée par 2 Algériens, dont un sous OQTF. En Seine-et-Marne, cette femme de 70 ans qui a été là encore violée par un étranger sous OQTF. Donc si vous voulez, moi, la conclusion que j'en tire une fois de plus, puisque je ne fais que répéter malheureusement depuis bien trop longtemps ce constat, c'est qu'aujourd'hui la politique migratoire telle qu'elle s'applique importe des prédateurs dont les femmes sont aujourd'hui sur notre sol parmi les premières victimes. Voilà, et qu'au-delà du cas et du parcours, on va y revenir, et des dysfonctionnements... Justement, si dans ce cas précis, qu'est-ce qui, selon vous, j'imagine que vous êtes largement aussi penché sur la question, qu'est-ce qui, selon vous, a manqué, a été loupé? C'est-à-dire que tout dysfonctionne dans cette affaire, puisque déjà nous avons donc un violeur qui fait 5 ans de prison. C'est pas cher payé quand même de violer une femme et de faire 5 ans de prison. Bon, déjà on peut y revenir sur aujourd'hui l'application de la remise des peines de notre pays, mais au-delà de ça d'ailleurs, l'ironie veut que le jour même et le matin même, notre nouveau ministre de la Justice explique qu'il n'y a pas de laxisme en France, qu'il y a un sentiment de laxisme. Donc la gauche nous avait fait le coup du sentiment d'insécurité, maintenant il y a un sentiment de laxisme. La réalité derrière ça, c'est des chiffres qui font qu'aujourd'hui 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 en réalité vont véritablement derrière les barreaux dans notre pays. Oui, mais 7 ans pour un mineur, pour un viol, ça, c'est la réalité. La plupart des avocats disent que ça n'est pas du laxisme. Mais ça, c'est la première, excusez-moi, c'est la première remarque. Il risquait 20 ans de prison, il en a fait 5. Voilà, il en a fait 5. Et s'il avait été derrière les barreaux, eh bien, il n'aurait pas menacé cette jeune fille. La deuxième chose, en effet, il est mis en centre de rétention. La loi permet, dans le cadre actuel, d'aller jusqu'à 90 jours. Il est libéré au bout de 74. Sur la décision d'un juge, en effet, vous l'avez dit, qui de manière discrétionnaire fait le choix du laxisme, pardonnez-moi, donc de remettre un violeur étranger en liberté,
avec, malgré tout, parce que vous dites, vous rapportez d'ailleurs ces propos, en disant oui, il n'y avait pas de raison de ne pas le libérer. Enfin, c'est pas tout à fait ce que dit le rapport que ce même juge établit. Elle dit expressément, je cite, le risque... La juge des libertés. Hein. Oui, tout à fait. Le risque de réitération de faits délictueux et donc la menace à l'ordre public ne peut être exclu. Ouais. Donc manifestement, le profil de ce violeur était identifié comme un risque. Et malgré ça, la décision est prise de relâcher cette personne. Donc il y a à la fois un déficit de l'autorité de l'État, il y a une politique migratoire évidemment éminemment laxiste qui devrait nous amener à réfléchir aux raisons qui font qu'on dysfonctionne sur le renvoi et donc aux pressions qu'on devrait exercer sur les pays d'origine, comme notamment le Maroc, qui sont extrêmement frileux. On va y revenir sur les OQTF. Voilà, exactement, sur les OQTF. Alors là, on a des moyens de pression diverses et variés qui ne sont jamais véritablement mis en œuvre. On pourrait parler du blocage des transferts financiers de la France vers ces pays. On pourrait parler de la politique des visas. On pourrait parler de la remise en cause des accords migratoires qu'on a par exemple entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et la France, et qui sont des régimes plus favorables que le droit commun sur le plan migratoire. Et puis, on pourrait évidemment se poser la question de l'amont. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Avant de parler des OQTF, parce que vous avez dévié, j'aimerais qu'on reste quelques instants sur le dispositif qui a été mis en place à l'endroit de ce jeune homme qui était donc un violeur condamné mineur au moment des faits. Hein. Il a pris une peine qui était assez lourde pour un mineur qui était 7 ans, je crois, de réclusion. Parce que j'appelle une peine lourde. Non, aux yeux de la loi française. Aux yeux de la loi française, pour un mineur, je crois que c'était une peine assez lourde pour un mineur. Mais justement, on a tout au long de cette procédure qui a entouré le destin judiciaire de ce jeune homme, il y a des gens à chaque étape qui expliquent d'ailleurs aux journalistes, moi j'ai bien fait mon travail, la loi a été appliquée. Le juge des libertés a fait ce qu'il a dû faire. Tout le monde a bien fait son travail. C'est le sentiment qu'on a finalement. Il n'y a pas eu de manquement énorme. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de manquement énorme. Donc que faire ? Alors le principal manquement, c'est déjà de savoir pourquoi et comment ces personnes arrivent sur le sol français. Parce qu'il faut savoir qu'avant de vous parler de la politique pénale, et on va y revenir, que l'essentiel aujourd'hui des personnes qui se retrouvent en situation clandestine dans notre pays ne sont pas issues de tentatives de traversées évidemment douloureuses en Méditerranée par exemple. La plupart des gens rentrent sur le sol français de manière légale. Là on parle d'un visa touristique et s'y maintiennent ensuite illégalement. Donc ça pose déjà la question, en effet là le cadre de la loi est respecté, l'espace Schengen, et voilà. Se pose la question aujourd'hui de la politique migratoire qui est la nôtre. Je vous parlais des accords aujourd'hui avec le Maroc qui accorde des visas, on pourrait parler de l'espace Schengen. Aujourd'hui, ces systèmes, ce cadre légal n'est plus adapté à la situation actuelle. Voilà, n'est plus adapté aux flux migratoires tels que nous les connaissons et donc crée une mise en danger. Vous pensez comme Bruno Retailleau qu'il faut changer la loi ? Oui, alors le problème, si vous voulez, de Bruno Retailleau... Vous avez dit oui, hein ? Non mais... Moi, évidemment que je pense ça, puisque c'est précisément ce que je vous propose. La difficulté que j'ai aujourd'hui avec Bruno Retailleau, c'est que je ne remets pas du tout en cause d'ailleurs sa sincérité et ses convictions sur le sujet. Ce qui m'inquiète, on va dire, c'est qu'il a accepté de faire partie d'un gouvernement qui est un gouvernement du centre. Il va collaborer évidemment avec un ministre de la Justice qui lui est socialiste. Je l'ai rappelé ce matin, qui disait qu'il n'y avait pas de laxisme judiciaire. Évidemment, c'est très important. Il a voté ce ministre socialiste. Vous parlez du problème migratoire. On va prendre les problèmes les uns après les autres. Non, mais je vous réponds parce que Bruno Retailleau, c'est très important. Le ministre socialiste. À un moment donné, la question de la sécurité, c'est pas que le ministère de l'Intérieur, c'est une chaîne. Donc il y a la question de la police, des forces de l'ordre et la question de la réponse pénale. L'un va avec l'autre évidemment. On a goûté quand même de façon assez amère au duo, souvenez-vous, Gérald Darmanin, Dupond-Moretti. On avait le LR qui, à l'intérieur, était l'incarnation de l'ordre, de l'autorité de l'État, avec des propos très fermes, et on avait le socialiste qui se faisait applaudir par les délinquants en prison. La conséquence de cela, c'est que les chiffres de la criminalité n'ont jamais été aussi dramatiques. Je crains qu'avec ce duo, on ne fasse que prolonger cela. Et on va avoir donc d'un côté un ministre de l'Intérieur qui aura peu de marge de manœuvre sur le plan législatif parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui prendra peut-être, je l'espère, quelques décrets ou quelques décisions réglementaires pour pouvoir changer les choses, mais in situ et à la fin, si on a un ministre de la Justice qui
comme ça a été le cas, a voté contre les peines planchées, a fait l'apologie, quand même, rappelons-le, au moment de la transmission, enfin de la passation de pouvoir de Taubira et de Madame Belloubet. Vous engouffrez dans cette collaboration difficile entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et c'est assez logique, mais parlez-nous de vous. Que feriez-vous au-delà de changer la loi? Évidemment, vous aussi, vous voulez changer la loi. Mais vous commencez par quoi? Par quoi vous commencez? Je suis même pas sûre que ce soit la loi le sujet en matière sécuritaire. Alors en matière migratoire. Je vais vous le dire, sur la question pénale, la loi française est dure. Et dure. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Le problème, c'est que, je ne reviendrai pas, il y a probablement pour le coup davantage de choses à faire sur le code de procédure pénale. Mais sur la loi pénale, elle est dure. Le problème, c'est le rapport que les juges et la société, et la gauche, disons-le, a à la prison. En réalité, je vous ai donné ce chiffre tout à l'heure, il est édifiant. 4 personnes sur 10 condamnées à de la prison ferme vont véritablement derrière les barreaux. Ouais. Parce que l'idéologie qui domine depuis des décennies, c'est d'expliquer que la prison, c'est l'école de la récidive. Voilà. Et que donc, à partir de là, il faut éviter la prison. Ça n'est pas vrai? Non, je ne le crois pas. Moi, je crois que la prison, déjà, protège le citoyen. Parce que donc, dès que la personne est derrière les barreaux, eh bien, précisément, elle ne menace pas la société. La deuxième chose, c'est que quand la prison et les peines sont véritablement appliquées avec célérité et avec dureté, elles ont un aspect dissuasif. La réalité on arrête les remises de peine. Vous arrêtez les remises de peine, vous, par exemple. En tout cas, la politique telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, indéniablement, va beaucoup trop loin. Donc moi, oui, je suis pour, évidemment, remettre en cause la question des aménagements de peine. Il y a une peine qui est prononcée au nom du peuple français et une sanction. Je vois pas à quel titre on devrait la remettre en cause. Parce que l'aboutissement, c'est qu'en effet, les criminels se rient et se jouent aujourd'hui de la justice française. C'est la magistrate Béatrice Brugère qui proposait de supprimer le juge d'application des peines, qui est une sorte de troisième tour judiciaire et qui est unique en Europe. Je suis absolument en accord avec. Je suis absolument en accord avec cela. Je considère que quand une décision est prise au nom de la justice française, elle doit être appliquée jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en effet, vous avez raison, c'est la question de la politique migratoire. Et là, on y revient, et de l'application des obligations de quitter le territoire français. Je reviens, par exemple, sur un des dysfonctionnements, le nombre de places que nous avons en centre de rétention. Il y a aujourd'hui en France, on parle d'1 million d'OQTF, on parle, ça c'est les chiffres de Gérald Darmanin, de 600 000 à 700 000 clandestins sur le territoire français, et on a 1800 places en centre de rétention. Donc là, par chance, celui-ci a été en centre de rétention, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et le gouvernement français, le précédent en tout cas, s'était engagé à ce qu'il y ait 3000 places. Rien n'a été fait. Voilà, rien n'a été fait. Donc à un moment donné, si vous voulez, si vous ne vous donnez même pas les moyens sur le plan des infrastructures de pouvoir mettre les gens en situation de rétention pour pouvoir les expulser, bah, ne vous attendez pas. Le Rassemblement national porte une proposition de loi qui veut expulser tous les étrangers condamnés à des peines de plus de 3 ans de prison. Est-ce que vous êtes pour, vous aussi, ou vous pensez qu'il faut même aller au-delà? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, j'irai même au-delà, parce que je considère que quand vous bénéficiez de l'hospitalité d'un pays, et ça a été le cas d'ailleurs de cet homme qui a bénéficié d'un certain nombre d'aides d'ailleurs à l'enfance lorsqu'il est arrivé, voilà, vous violez l'hospitalité du pays parce que vous ne respectez pas les règles d'accueil et les règles de fonctionnement de cette société. Oui, évidemment que vous devez être automatiquement expulsé. Je ne comprends même pas qu'il y ait encore un débat sur le sujet. Une fois de plus, la sécurité, c'est pas un sujet de droite ou de gauche, ça devrait pas être un sujet idéologique. La défense de l'intégrité des citoyens français devrait être une cause commune. Et donc aujourd'hui, la politique migratoire telle qu'elle fonctionne est une menace pour la sécurité et la sécurité des femmes. Je vous donne un chiffre parce qu'on a très peu de chiffres. Voilà, on a très peu de chiffres sur la délinquance étrangère, mais parmi les chiffres édifiants, et notamment sur l'explosion des agressions sexuelles et des viols, on sait aujourd'hui que 70% des viols de rue à Paris sur l'année dernière ont été commis par des personnes de nationalité étrangère. Donc il y a une surreprésentation de la délinquance étrangère, en particulier dans les agressions sexuelles et les viols. On ne peut pas considérer que chaque étranger est un délinquant ou un violeur potentiel. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il y a de fait aujourd'hui une surreprésentation dans la délinquance des personnes de nationalité étrangère. Donc il y a un lien avec l'immigration. Donc on ne peut pas décorréler les deux et on n'aura pas de réponse efficace si on ne s'attaque pas aussi à la question de la politique migratoire. Alors on va regarder les propos communiqués qui émanent du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Regardez ce qu'il a dit dans ce communiqué. Face à un tel drame, il parle bien sûr de la mort de Philippine, précédé de bien d'autres, nous ne pouvons pas nous contenter de déplorer ou de nous indigner. Il continue d'ailleurs. C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français. S'il faut changer les règles, changeons-les. On est assez proche de ce que vous pensez. J'ai presque envie de vous dire, vous avez enfin
à l'intérieur un ministre qui ressemble au profil d'idées pour lesquelles vous vous battez depuis toujours. Non mais moi j'y reviens, une fois de plus, la question n'est pas l'insincérité de Bruno Retailleau. Il fait partie des personnes que j'ai régulièrement citées comme des personnes aux Républicains qui étaient... Vous lui parlez, c'est quelqu'un que vous connaissez ? Je ne le connais pas personnellement. Mais voilà, une fois de plus, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression de revoir ce qu'on voyait avec Gérald Darmanin. Voilà, Gérald Darmanin, c'était un homme qui affichait une volonté d'ordre, d'autorité, et qui, à côté de cela, a les chiffres les plus désastreux, parce qu'une fois de plus, il n'y avait pas de cohérence entre la politique du ministère de l'Intérieur et la politique au ministère de la Justice. Et on est exactement dans la même situation. Une fois de plus, on a un ministre de la Justice socialiste aujourd'hui qui, parmi ses premières déclarations, parle d'un sentiment de laxisme. Enfin, je veux dire, Mario Maréchal, sur les OQTF, dont vous parlez depuis tout à l'heure, on peut quand même considérer que Gérald Darmanin a essayé de s'emparer de ce problème, notamment en divisant le nombre de visas délivrés à l'Algérie. On sait que c'est l'un des leviers sur lesquels on peut jouer si on veut faire en sorte que ces pays prennent davantage leurs responsabilités. Il faut quand même rappeler là qu'il y a eu une demande de délivrance d'un laissez-passer à 3 reprises qui a été adressée au Maroc. Le Maroc a traîné. Comment vous faites pour tordre le bras dans ces cas-là au Maroc? La réalité, c'est que la volonté de Gérald Darmanin était de très courte durée, parce que la menace que vous avez rappelée a duré à peine quelques semaines, et puis d'ailleurs, in fine, Gérald Darmanin a fini par aller en Algérie pour envoyer un certain nombre de gages de repentance pour tenter de se faire bien voir par l'Algérie. Au moins, il a essayé. Je suis désolée, mais il y a une forme d'ailleurs de tétanie, disons-le, de la part du gouvernement français vis-à-vis du gouvernement algérien notamment, qui est un gouvernement qui nous crache au visage quand même très régulièrement, et auquel on ne répond jamais. Voilà, parce que je pense qu'en effet, ils ont cette peur du chantage migratoire avec une bombe démographique aux portes de la France, et donc ils n'osent pas prendre les mesures qui s'imposent. Mais non, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritable politique de restriction durable des visas, notamment d'ailleurs chez les dirigeants. Parce que toute l'ironie quand même de cela... Mais c'est par là que ça doit passer en tout cas, c'est par les visas? Évidemment, notamment, mais je vous parlais tout à l'heure également des transferts financiers. On a eu le même sujet avec les Comores et Mayotte, comme vous le savez. On a par exemple les Comores qui vivent très largement du transfert financier des populations d'ailleurs comoriennes qui vivent sur le territoire français vers les Comores. Si la France mettait fin et bloquait ces transferts financiers, on aurait là évidemment un levier d'action phénoménal. Et c'est vrai d'ailleurs pour les pays au Maghreb. Mais au-delà de ça, une fois de plus, nous sommes aussi en capacité de dénoncer les accords qui nous lient aujourd'hui sur le plan migratoire avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, qui sont, une fois de plus, j'y reviens, des accords. On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Souvenez-vous, le soir de la mort de Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'est pas en France. Il ne peut pas se rendre, d'ailleurs, sur les lieux. Et parce qu'il est au Maroc, précisément, en train de négocier à ce moment-là sur cette question des accords consulaires, des visas consulaires pour exécuter les OQTF. On n'y arrive pas. Ils se sont tous déplacés à Alger, à Rabat, à Tunis. On n'y arrive pas. Mais il ne s'agit pas seulement de s'agiter et de communiquer et de faire des grandes œuvres diplomatiques qui aboutissent à des photos et à des serrages de main. À un moment donné, dans cette situation-là, on doit aboutir à un rapport de force diplomatique. Nous avons des gouvernements qui se refusent au rapport de force, mais qui s'y refusent d'autant plus, pardonnez-moi, que la volonté politique n'existe pas, puisque ce sont des gens qui, pour l'essentiel, considèrent que face à l'effondrement démographique de la France et à la baisse du taux de natalité, la solution, c'est l'immigration. C'est ce qu'ils disent. Je veux dire, quand Emmanuel Macron lui-même appelle à la politique de peuplement dans les campagnes françaises par le biais de l'immigration, il considère en réalité que c'est une des solutions face à ce phénomène. Donc de toute façon, il y a, on va dire, j'ai envie de dire, un vice idéologique à l'origine qui fait qu'elle ne peut pas se manifester derrière par une véritable volonté politique. Moi, je veux bien que la France fasse tout le nécessaire, mais comment vous expliquez alors que des pays comme l'Allemagne, qui sont quand même relativement comparables à la France, aient des taux d'exécution des OQTF de près de 43%? Je veux dire, ils obtiennent des choses. Alors c'est vrai, celui de la France, on rappelle juste le chiffre, 7% de taux d'application pour la France, qui est le plus bas taux en Europe. La moyenne, c'est 30%. On va parler du ministre de la Justice. L'Allemagne ne calcule pas comme la France. Oui, je trouve toutes les bonnes excuses. Mais le chiffre obligeant d'application des OQTF en France, c'est pour donner les éléments. En fait, en Allemagne, on ne délivre pas d'OQTF quand elles ne sont pas applicables. En France, on ne renvoie pas les Afghans en Afghanistan, on ne renvoie pas les réfugiés de guerre dans des pays en guerre. C'est un point que vous souleviez hier. C'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion. Vous voulez dire qu'en France, c'est important, on délivre des OQTF à l'endroit de personnes dont on sait qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, que c'est impossible. Et en Allemagne, on ne le fait pas, donc les taux montent mécaniquement. C'est juste un élément qui semble important dans le débat. Ce que font les Allemands, une fois de plus, et plus logique que ce que font les Français. Parlons du nouveau ministre de la Justice. Marlène Schiappa,
Jean-François Aquili, Thierry Coste et Flora Gebali vont rentrer dans le jeu si vous êtes d'accord. Allez-y, je vous ai coupé, pardon. On parle du ministre de la Justice dont Marion Maréchal a envie de parler, le tout nouveau ministre Didier Migaud. Il y a une de ces déclarations qui a suscité beaucoup de réactions. Il faut préciser le contexte. C'était hier, c'était avant qu'on apprenne l'arrestation de ce principal suspect et surtout son parcours, le fait qu'il est qu'il fasse l'objet d'une OQTF. Mais voilà, il a prononcé cette phrase qui a fait énormément réagir et on en parle juste après. Écoutez. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions. Mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer, bien sûr, les réponses, c'est évident. Ah, Didier Migaud. Alors, pas de chance pour Didier Migaud, parce qu'en fait, Didier Migaud répond à Bruno Retailleau qui dit que la justice est trop laxiste. Comme il vient d'arriver au ministère de la Justice, que fait-il? Il défend son administration, Didier Migaud. Il dit non, c'est un peu caricatural, il n'y a pas de laxisme judiciaire, il sort 2 ou 3 statistiques. Et donc, pas de chance pour lui, cette déclaration, il n'y a pas de laxisme judiciaire, télescope, un fait d'actualité qui va survenir quelques heures plus tard, l'arrestation du présumé assassin de Philippine, 19 ans, de Paris-Dauphine. Donc, nous, on a essayé à BFM, les amis, toute la journée, d'appeler Didier Migaud, d'appeler sa nouvelle administration, son chargé de communication. Et alors là, on s'est trouvé à un mur assourdissant. Les cabinets sont peut-être pas totalement Non, constitués. on a le lien. On a le lien. Bruno Retailleau a réagi dans un communiqué. C'est vrai, vous avez raison. Le service politique a tous les numéros de téléphone de Didier Migaud et de son entourage. Personne n'a souhaité répondre. C'est un silence assourdissant. Je pense, Eric, qu'il y a eu ce qu'on appelle une consigne Matignon, si vous me le permettez, puisque Matignon a déjà recadré 2 ministres en 24 heures. Donc en général, ce qui se passe, c'est que le Premier ministre, par l'intermédiaire de son conseiller communication, va voir tous les conseillers des ministres en disant « S'il vous plaît, un petit peu de silence, on ne s'invective pas par médias interposés et on va arrêter les déclarations dans la presse les uns et les autres intempestives. » Donc je pense qu'il y a eu un peu de coordination gouvernementale, si je peux me permettre. Mario Maréchal, est-ce que ce silence est problématique ou finalement, après les propos qu'il a tenus hier, il est bienvenu? Si je vais vous dire, moi j'ai beaucoup de mal à communier avec le grand cirque auquel on assiste depuis des semaines. Je veux dire, on fait comme si tout ça était durable, sérieux. La réalité, c'est que c'est un gouvernement provisoire. Voilà, donc c'est beaucoup de bruit. Beaucoup d'excitation et beaucoup de feuilletons pour pas grand-chose. Parce qu'il faut quand même rappeler une évidence, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui a été constitué avec ceux qui menaçaient le moins d'avoir une censure. C'est pas comme si on avait choisi ceux qui suscitaient le plus d'enthousiasme. Une reconduction de partis qui ont quand même malgré tout perdu les élections, donc de partis qui aujourd'hui ne font pas quand même une véritable majorité sur le plan du nombre des urnes. Et un gouvernement, je le rappelle quand même, qui n'a pas de cap politique. On a beaucoup parlé des petites phrases, des profils, de ceux qui avaient refusé, accepté, des ambitions présidentielles des uns et des autres qui se servaient des ministères comme strapontins. Mais on n'a jamais parlé depuis des semaines du programme et de la vision politique qu'allait porter ce gouvernement. C'est quand même extraordinaire. Oui, mais c'est quand même avec le discours de politique générale. Et un problème. Voilà. Donc, je veux dire, je vais avoir du mal à vous commenter tout ça parce que pour moi, c'est un gouvernement provisoire. Et voilà. Alors, il y a un problème qui est double, à mon sens, qui est un problème d'abord de philosophie, c'est un vrai problème concernant l'assassin présumé de Philippines. Un problème de moyens également. Je m'explique. La philosophie, c'est effectivement qu'est-ce que cet assassin présumé faisait dehors alors qu'il aurait dû être maintenu, disons les choses simplement, en rétention jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'on lance une OQTF à la fin de sa détention, c'est-à-dire 2 jours avant qu'il soit possiblement remise en liberté? Pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas ce type de démarche bien en amont, pourquoi pas 1 an, 2 ans auparavant, de façon à bétonner les dossiers, de façon à ce qu'ils ne sortent jamais, qu'il aille directement de la case prison au pays d'origine, au pays d'envoi d'origine de ces ressortissants. Première chose. Deuxième chose, ce sont les moyens, tout simplement. Quand vous regardez le volume de la dépense publique, vous savez, Antoine Armand a parlé aujourd'hui, c'est une nouveauté, de réduire la dépense publique avant de parler de créer de nouveaux impôts. Il l'a dit en commission à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez sur la masse de la dépense publique, vous prenez 1 000 € de dépenses publiques, vous avez à peu près la moitié, c'est les dépenses sociales, les retraites,
et vous avez à la fin de la liste, je crois que c'est de l'ordre de 20 € pour la justice et 7 € pour la sécurité. Je veux dire par là que quand il est dit qu'il manque des moyens à la police et à la justice, comment voulez-vous, avec les moyens qui sont inhérents à la police et à la justice, que des policiers puissent surveiller? Vous avez 450 000 clandestins en France, et plus, c'est le chiffre, on va dire, visible. Et vous avez eu, par exemple, l'année dernière, 135 000 OQTF prononcés. Et effectivement, Alice a raison de rappeler que simplement 7% sont opérés. Il est physiquement impossible et de surveiller et de suivre. Il y a une traçabilité qui est impossible et d'opérer les OQTF en France. Vous avez raison sur un point, c'est que les personnels qui dépendent des préfectures, des départements, des préfets, ont été diminués d'un tiers ces derniers temps. Donc précisément pour mener les politiques, de moyens. Mais ça veut dire qu'au-delà de l'émotion qui est forte, il faut aller beaucoup plus loin. C'est le drame de tous les faits divers. À chaque fois qu'il y a un fait divers, c'était Samuel Paty, on a une montée en pression qui fait qu'on veut se mobiliser et juste après, ça fait plouf. C'est ça qui est dramatique. Le système français, il faut c'est ce que dit Retailleau, mais il faut passer aux actes. Il faut le décomposer de A à Z, sans cloisonnement, sans justice, police, sans Premier ministre ou quoi. Il faut tout remettre à plat. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Thierry Coste, c'est pas très compliqué. Non, mais vous voyez, quand on a la volonté politique. Vous voyez quand il y a une évolution législative, une petite loi. Vous voyez les soubresauts que cela fait dans la vie parlementaire. Et là, Retailleau, comme vous d'ailleurs, avait la naïveté de dire on va mettre à plat le système législatif français. Rien que ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, en Hollande, aux Pays-Bas, quand vous êtes primo-délinquant, vous avez 22 ans, vous accomplissez un délit, vous avez 15 jours de prison. Oui. Premier délit, 15 jours de prison, vous allez en prison. Bien sûr. Rien que pour faire cette révolution, si les politiques imaginaient que ce soit la bonne solution, rien que pour faire cette révolution, mais il faudrait tout mettre à plat. C'est exactement le contraire du système judiciaire français. Mais c'est ce qu'il faut faire. Résultat, le sentiment de la population. On sera tous morts et enterrés avant qu'on y arrive. On sera tous morts et enterrés. Ne crions pas. Que non, parce que le sentiment des gens aujourd'hui, après ce fait divers, c'est quoi? C'est de ne plus avoir confiance en personne. Ouais. Alors, moi, c'est dangereux. Je vous rappelle quand même que de plus en plus, on pousse des gens qui vont dire, moi, je vais me protéger tout seul. Moi, je vais m'armer. Moi, on rentre, on va la tête dans le mur si on n'a pas conscience de ça. Et c'est le problème quand Didier Migaud dit la justice n'est pas laxiste. En fait, quand vous êtes concerné, quand c'est votre fille ou votre nièce, votre voisine, vous-même, et que vous attendez le procès 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et qu'il y a un procès et qu'après on vous dit, non, il y a une petite condamnation, la loi dit 20 ans, mais on lui donne 7 ans, il en fait 3. Comment vous pouvez dire aux gens qui sont victimes de ces faits que la justice n'est pas laxiste? Donc Didier Migaud est à côté de la plaque. C'est pas une question. Non, mais ça m'est égal. C'est pas une question de personne. La question pour moi, c'est qu'on ne peut pas partir du principe que les gens qui ressentent quelque chose. Laura Gebali. Il n'a pas dit à la place de quelqu'un d'autre. Laura Gebali n'a pratiquement pas parlé ce soir. De le ressentir. Et pourtant, moi, ce qui me fascine toujours avec l'extrême droite, c'est sa capacité à apporter des solutions extrêmement simples à des problèmes extrêmement complexes. Cette affaire philippine, elle touche au moins 4 sujets. Une question économique, juste un chiffre, il y a 78 000 détenus en prison, il n'y en a jamais eu autant, nos prisons sont pleines à craquer, il n'y a pas de place. Et en rétention administrative, il y a encore moins de place, il y en a 2 à 3 000 en prison. Mais c'est pas un argument. La deuxième, je termine juste mon argument. Deuxième, c'est que c'est une question judiciaire et exécutive. Troisième, c'est que c'est une question diplomatique. Et qu'est-ce qu'on va entendre de l'extrême droite ? C'est qu'on va entendre déjà beaucoup de fausses informations, notamment sur le bilan de Retailleau comparé à celui de Darmanin. Or, Retailleau est en poste depuis 3 jours et demi. Il n'a pas encore de bilan. Ensuite, sur qui viole le plus les femmes, votre chiffre était tout simplement faux. Il y a 90% des femmes qui connaissent leur agresseur et 50% des viols qui sont des viols conjugaux. Donc votre chiffre était simplement faux. Et l'essentiel du chiffre du ministère de l'Intérieur sur les agressions sexuelles sont faits hors du cadre du foyer. Vous avez raison toutes les deux, si je peux me permettre, parce que vous parliez des viols de rue et tu parles des viols au global. Dans les viols de rue, oui, il y a plus de représentation, mais au viol au global... Précisez que vous parlez des viols de rue. Vous avez toutes les deux raisons. J'ai tout précisé, vous n'écoutez pas ce que je dis. Moi, ce que je trouve fascinant... Si vous voulez que je vous donne un autre chiffre, c'est pareil, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, ces études qui ont été faites dans les transports publics en Ile-de-France. 60% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France ont été commis également par des personnes de nationalité étrangère. Ça vous déplaît, mais c'est la réalité. Voilà, je suis navrée de vous le dire. Ça ne me déplaît pas du tout. Ça ne me déplaît pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que si on peut utiliser les OQTF pour limiter les viols et les violences
violences sexistes et sexuelles, je pense qu'il faut qu'on le fasse en urgence. Mais très bien, voilà. Donc, ça me dérange pas du tout. En revanche, ce qui me dérange, c'est qu'on propose toujours plus d'inflation législative. Vous savez, il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques années et qui recensait l'inflation législative à laquelle on assiste depuis 20 ans. En fait, nos politiques, ils disent, il y a un problème, on va faire une loi. Il y a un problème, on va refaire une loi. Vous avez raison. Le rapport se terminait sur une phrase très simple. Nous sommes passés d'un état de droit à un état de paralysie du droit. Ça va vous parler. Vous savez que les agriculteurs croulent sous les normes. Eh ben, c'est pareil pour les magistrats, c'est pareil pour les policiers, et c'est pareil pour toutes les personnes qui ont un travail administratif qui est lourdement encadré. Donc, moi, je suis désolée. Dans cette affaire, on va attendre de voir encore les faits, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de bien comprendre tout ce qui s'est passé. Apporter des solutions aussi simples à un problème aussi complexe. Excusez-moi, on a entendu plein de pénalistes cet après-midi nous dire que c'était quand même une affaire humaine. Enfin voilà, les homicides, je dis pas du tout. On parle des OQTF ou vous parlez de quoi, des Non, OQTF? Je parle de l'affaire Philippines dans son au global. Ouais. Les pénalistes, ils sont pas du tout sur ce discours. Ils sont sur un discours beaucoup plus complexe parce que c'est leur travail au quotidien d'accompagner ces sujets-là. Juste un mot. Je réagis à ce que vous dites ce soir, Flora Gebali, mais c'est pas un problème d'extrême droite ou d'extrême gauche. Je citerai Olivier Faure. J'ai noté ce qu'a dit le premier secrétaire du Parti socialiste. Attendez. Il dit il y a eu des dysfonctionnements. On doit des réponses à la famille. Une justice fonctionne avec des moyens encore réduits. Je suis intimement convaincu qu'en mettant froidement à plat ces problèmes d'OQTF, ces problèmes d'immigration incontrôlables et incontrôlés, et ces problèmes, au fond, de lois inopérantes parce qu'il y a un manque de moyens, il y aurait franchement on va dire des solutions qui seraient communément admises, et s'il faut dépassionner je suis tout à fait d'accord, et vous remarquerez rapidement que Kamala Harris, ce débat. C'est pas un problème d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il faut dépassionner tout ça. Je partage. Je parlais juste d'apporter des réponses très simples, voire simplistes. Et d'ailleurs, Kamala Harris, et elle a raison de le faire dans sa campagne, elle a un discours très ferme sur l'immigration, et je pense que la gauche doit sortir de ce tabou. Au-delà de la gauche et de la droite, est-ce que vous considérez, Marion Maréchal, que Bruno Retailleau, qui quand même dit beaucoup de choses qui doivent vous parler, qui a fait des déclarations ces derniers jours. Mais vous parlez de ce gouvernement provisoire qui n'a aucune chance de survie. Pourtant, vous avez à la tête de la place Beauvau quelqu'un qui quand même porte des idées auxquelles vous êtes sensible. Est-ce que selon vous, il est l'homme de la situation? Non, mais parce qu'il faut qu'on avance. Non, mais je comprends bien. Mais à un moment donné, moi, je ne peux pas entendre que par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, proposer simplement d'adapter le nombre de places de prison à la moyenne de la population par rapport à la moyenne européenne est une solution simpliste. C'est juste une solution de bon sens. Voilà, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le nombre de places de prison en France relatif à la population est en deçà des équivalences en termes de moyenne européenne. Je veux dire, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour constater qu'il y a un problème. Voilà. Si aujourd'hui les places de prison sont pleines, on n'a pas assez de places de prison et on a une criminalité qui augmente. Donc oui, si on ne veut pas être dans une politique pénale qui consiste à gérer la pénurie dans les places de prison et donc à passer son temps à faire en sorte de trouver des peines alternatives qui contribuent au sentiment, évidemment, de laxisme et de négation de l'autorité de l'État, eh bien, il faut aller vers ce genre de solution. Donc je ne comprends pas en quoi c'est laxiste. Voilà, je vous le dis très simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on est face, une fois de plus, à une idéologie qui a dominé depuis très longtemps, qui consiste à dire que la prison est à éviter à tout prix. Moi, je considère l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut au contraire faire en sorte que les réponses et la célérité des sanctions soient beaucoup plus efficaces pour être dissuasifs. Il est vrai, Jean-François Kelly, il est vrai qu'il y a des décisions de justice qui sont adaptées à la réalité, la capacité des établissements pénitentiaires. Mais c'est évident. C'est-à-dire que, compte tenu de la réalité de l'équation pénitentiaire à proximité, la peine sera de cette nature. Mais d'ailleurs, ce qui est totalement ubuesque. Mais bien sûr, et sur des peines de violence sexuelle, je le redis, mais pardon, c'est un de mes combats, je pense qu'on est trop léger et on ne mesure pas à quel point un auteur de violence sexuelle, sous OQTF ou pas sous OQTF, est un danger pour la société. Quelqu'un qui a commis des faits d'agression sexuelle récidivera, c'est démontré par nombreuses études. J'ai entendu aujourd'hui sur RTL une dame qui témoignait du fait que sa maman avait été violée à l'âge de 80 ans en 2017 par un citoyen étranger sous OQTF. Et que la veille des faits, ce monsieur avait commis un acte délictueux assez grave et qu'il n'y avait pas de place au mandat de dépôt. Et par conséquent, il a été remis en liberté et le viol a eu lieu le lendemain. Voilà, je ne connais pas très bien le jargon judiciaire, je vous prie de m'excuser. Mais donc cette dame, la fille de cette dame qui a été violée à l'âge de 80 ans, donc j'ai été saisi par ce concept.
que la décision judiciaire soit adaptée à la nature, à la capacité d'incarcérer. Mais Éric Brunet, nous avons trop légiféré. J'ai juste une question à poser à Marlène Schiappa. Faut-il briser l'excuse de minorité dans les affaires de viol? Parce qu'au fond, il écope de 7 ans, parce qu'il est mineur. Oui, parce qu'il est mineur, mais il a, si je ne me trompe pas, 17 ans et demi. Au moment des faits. La loi prévoit jusqu'à 20 ans de peine. Je sais, c'est moi qui ai allongé la loi pour les peines pour les viols commis sur mineurs. Et la moyenne des peines, c'est 9 ans et demi dans ces cas-là. Là, il prend 7 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une individualisation de la peine en France. Il n'y a pas d'automaticité des peines. Mais moi, je suis pour une application beaucoup plus dure. C'est normal qu'on s'en prenne aux politiques après en disant mais pourquoi vous ne faites pas des lois plus dures? Les gens ne savent pas ce que dit la loi. On ne dispose pas en plus, très ferme. On ne dispose pas encore de toutes les informations sur le parcours de ce jeune homme. Parlons un peu d'autre chose, Marion Maréchal. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre tante Marine Le Pen? Il n'est toujours pas question de réintégrer le Rassemblement national? Je sais que vous adorez particulièrement ce genre de questions. C'est ce que vous préférez dans les débats. Non, mais au-delà de ma tante, je vais parler sur le plan politique. Parce que voilà, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines de ça, au moment de la dissolution, moi j'ai fait le choix de soutenir la coalition RN-Ciotti. Ce choix a amené à une rupture avec Éric Zemmour, qui lui a souhaité présenter des candidats à tout prix face à cette coalition. Cela a abouti à mon exclusion, moi d'ailleurs, et les 3 autres eurodéputés à mes côtés qui ont partagé ce choix. Il semble d'ailleurs que les électeurs nous aient très largement suivis, puisque sur les 1,4 million d'électeurs que nous avons rassemblés aux élections européennes, plus de 80% ont voté pour la coalition RN-Ciotti. Et malheureusement, je dis bien parce que c'est un beau gâchis, les candidats Reconquête ont été envoyés, selon moi, dans une impasse qui les condamne aujourd'hui à la marginalité. Sarah Knafo, elle n'a toujours pas digéré. Elle était sur ce plateau tout à l'heure et elle disait on ne peut pas quitter un parti grâce auquel on a été élu. C'est pour vous. C'est dommage parce que j'ai été exclu, en l'occurrence par Éric Zemmour, suite à ce désaccord. Maintenant, moi, les rapports que j'ai avec Marine Le Pen, c'est ceux tout simplement je le souhaite, d'un partenariat politique. Je vois bien la déception que j'ai partagée, d'ailleurs, à la suite de l'échec, évidemment, du camp national aux élections législatives. Je pense qu'il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Et parmi ces conclusions, moi, que je tire, il y a la nécessité, en effet, d'élargir le champ électoral. Et donc, j'espère pouvoir y contribuer, y participer. C'est tout ce à quoi je réfléchis et je travaille depuis des semaines. Regardez ce qu'a déclaré à Valeurs Actuelles la semaine dernière, je crois, Jordan Bardella. Il parle de vous. Sa vocation n'est pas de revenir au Rassemblement national et je ne pense pas qu'elle en formule l'envie. Il n'y a rien de particulier de prévu. C'est vrai, je n'ai pas... Non, il n'y a pas de fin de non-recevoir. Hein, vous savez, vous leur êtes plus utile à l'extérieur. Si on répond de façon stratégique un peu cynique, moi, si j'étais au RN, je ne demanderais pas à Marion Maréchal de revenir. Je considérerais qu'elle est à l'extérieur et elle attire une frange plus radicale qui ne serait pas forcément... On va vous laisser répondre, mais ce que vous dites là, je fais Vous pourriez être spin doctor. Marlène Schiappa, votre conseiller en com. Vous allez créer votre... Moi, je partage totalement l'avis de Marlène. Voilà. La stratégie du RN doit être de ratisser large. Vous allez créer votre parti. Les choses sont très claires. C'est-à-dire que, moi, j'ai été candidate pour Reconquête, j'ai rejoint Éric Zemmour en 2022. Si je ne suis pas retournée au Rassemblement national depuis tout ce temps, c'est tout simplement parce que j'ai aujourd'hui évidemment des points de convergence très importants, ça vous aura pas échappé, sur la question de l'immigration notamment, on en a très largement parlé, mais j'ai aussi des différences. Voilà, j'ai des différences sur les questions économiques notamment, sur les sujets de société, et pour toutes ces raisons, je veux pouvoir garder ma liberté de ton, de voix, et porter cette voix justement, disons, pour faire ça plus libérale et plus conservatrice, de manière autonome, dans le cadre bien du camp national et de cette comment coalition. Votre parti du coup? Non mais écoutez, on n'en est pas là, vous en saurez assez vite sur ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, j'ai une fois plus, j'ai 3 eurodéputés à mes côtés, j'ai 3 députés nationaux aujourd'hui dans le cadre de cette coalition, et donc je souhaite bien faire en sorte que leur voix puisse être portée efficacement. Et donc, tout mon objectif, c'est de travailler à ce que le camp national puisse gagner en 2027, et je veux pouvoir apporter ma contribution à cela, et donc je mettrai en place l'outil le plus efficace pour cela. Une petite question à Tantinette Taquine au Parlement européen. Vous siégez dans le groupe où se situent les parlementaires italiens de Giorgia Meloni, c'est bien ça, et pas dans le groupe où il y a les parlementaires du Rassemblement national. C'est-à-dire que ma question est sérieuse. C'est-à-dire que idéologiquement, vous êtes plus proche de Giorgia Meloni que de votre tante Marine Le Pen?
Alors, c'est une question un peu complexe parce qu'en réalité, d'un pays à l'autre, on a quand même si on a des convergences, des différences qui tiennent parfois aux intérêts nationaux qui vont pas toujours dans le même sens. Mais ce qui est sûr, c'est que la vision civilisationnelle à la fois de l'Europe, mais aussi nationale que porte Giorgia Meloni est la mienne. Voilà, aujourd'hui, quand je vois, par exemple, d'ailleurs, les succès de Giorgia Meloni sur le plan migratoire, qui a réussi à faire baisser de 64% l'immigration clandestine sur 8 mois dans son pays par un certain nombre de mesures fortes. Quand on voit les succès économiques qui sont les siens, elle a lutté d'ailleurs drastiquement contre l'assistanat. Quand on voit les sujets d'ailleurs de société qu'elle porte aujourd'hui, pour ne citer que cet exemple, elle a remis par exemple dans les formulaires administratifs le père et la mère et non plus parent 1, parent 2. Bon, je crois qu'aujourd'hui, en effet, c'est des combats qui me sont chers également. Le Premier ministre britannique, travailliste est venu demander des conseils à Giorgia Meloni. Ouais. En effet, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse sur la question migratoire, c'est qu'il y a 4 gouvernements dans ce groupe, en effet, des conservateurs européens, 4 gouvernements de droite qui ont gagné grâce à l'union des droites. Et donc, une fois de plus, j'y vois la leçon qu'il faut s'unir pour gagner. Et quand on s'unit, on sait bien qu'on a des différences. C'est le principe d'une coalition. Merci à vous d'être venu, Marion Maréchal, députée française au Parlement européen. Très belle soirée avec vous. Merci beaucoup.